battre pour ton amour, tu vois l'idée? Oh, mon petit papa chéri, lançai-je avec sarcasme. Tu sors d'un coma de 5 semaines, on t'annonce que tous les portails sont ouverts, et tu t'inquiètes de savoir à qui va mon amour. Il grogna pour faire bonne mesure. Il y a des choses qui dépassent la fin du monde, fit-il remarquer. Comme l'amour. Serais-tu devenu sentimental pendant ton enfermement dans la solitude? Renchéris-je. Où est Edward? Demanda-t-il pour changer de sujet. Il ne s'est pas découvert un deuxième père pendant que tu dormais, dis-je. Je cherchais à faire diversion. Je ne voulais pas être celle qui annoncerait à Alvin qu'Edward n'était pas venu le voir une seule fois pendant qu'il était prisonnier des sorts magiques. Je n'étais même pas certaine que maintenant qu'Alvin était réveillé, mon frère accepterait de lui parler. Les tensions entre le père et le fils étaient encore palpables, même des années après leur dernière dispute. Il est occupé à administrer la ville, ajoutai-je. Il y a pas mal de choses à faire. Alvin bougonna, mais ne relança pas le sujet. Je sentis une main sur mon épaule et me retournai. Il faudrait envoyer des messagers au lieu des portails pour monitorer la situation, fit remarquer Ezra. Même alors que nous étions peut-être en train de vivre une apocalypse, les yeux vert émeraude du changelin déclenchaient des frissons partout dans mon corps. Il passa la main dans ses cheveux bruns, coupés courts, en attendant ma réponse, qui tardait principalement parce que sa silhouette aux muscles saillants me déconcentrait, me faisant complètement oublier ce qu'il m'avait dit. « Des messagers », reprit-il, « là où il y a les portails. »« Il y a déjà des messagers là-bas, » intervint Alvin. « Si quelque chose s'est produit, ils sont déjà en route pour nous avertir. C'était plus simple du temps où les prêtresses pouvaient communiquer entre elles par télépathie. Ils n'avaient qu'à s'arrêter au premier temple et tout le pays était ensuite au courant. Mais je suppose que maintenant, il faut faire avec les délais classiques. » Nemo s'attrapa la manche de Négarat, qui s'apprêtait à poser sa main sur les fesses de Tanya, toujours en train de faire les 100 pas. « Pas touche !» soupira l'elfe. Comme un enfant pris sur le fait, le demi-dieu se referma sur lui-même, croisa les bras sur sa poitrine, rentra le menton et afficha une mine bougonne, digne d'un gamin de 8 ans. Quand j'y pensais, Crime ne se serait jamais comporté ainsi. Je regrettais le petit voleur au ton hautain et nonchalant. Il semblait plus à même de diriger le peuple elfique que mon père biologique. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demandai-je pour la énième fois. « On attend », proposa Serena. La changelin, ex-promise d'Ezra et maintenant en couple avec Samuel, attacha ses longs cheveux blonds bouclés en une queue de cheval. « On attend qu'il nous tombe dessus », demanda Nishar, mon garde du corps elfique de 14 ans. Petit-fils du doyen des elfes, il avait été assigné à ma protection depuis qu'on voulait faire de moi la reine du peuple elfique. Il avait les cheveux blonds qui tenaient en pique sur sa tête, grâce à une quantité de gel impressionnante. Je l'avais trouvé impétueux et suffisant la première fois que je l'avais rencontré. Au fil du temps, j'avais commencé à l'apprécier et à le respecter. « Pendant que vous tournez en rond avec vos questions, Vlad est quelque part, prisonnier de Mélinda et Magnolia, » cracha Tanya. Si nous avons raison et que tous les portails se sont rouverts, Mélinda est déjà repartie sur la planète des fées, fis-je remarquer. C'est de Magnolia dont nous devons nous inquiéter. C'est elle que nous devons traquer afin de retrouver Vlad. Si Mélinda n'avait pas décidé de l'emmener avec elle sur la planète des fées, en vue de s'en servir comme distraction. Magnolia était une servante des dieux. Elle s'était fait passer pour une novice du temple afin de pouvoir nous espionner, alors que pendant ce temps, elle amassait la force des dieux. Elle était celle qui avait activé le portail divin grâce au sablier qu'elle avait récupéré auprès de Négarat. Maintenant que l'objet était détruit, elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Le portail était ouvert à tout jamais. Tous les dieux pouvaient passer d'un monde à l'autre et lui prêter leur force s'ils le souhaitaient. Tout à coup, les têtes d'Ezra, Samuel et Serena se tournèrent vers les jardins de la Maison Blanche. Le temple des prêtresses avait élu très modestement domicile dans l'édifice où les anciens dirigeants de la planète officiaient. Nishar, Nemos et même Négarat braquèrent leurs yeux une demi-seconde plus tard sur les portes qui menaient vers l'extérieur, et notamment vers l'obélisque détruit. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demandai-je. Ils disposaient tous d'une ouïe surdéveloppée, tandis que mon sang d'elfe grandement dilué ne m'avait octroyé aucune capacité sensorielle spéciale.
Je distinguais dans la pénombre les silhouettes des gardes elfiques qui surveillaient le temple tomber une à une au sol, sans pour autant être capable de comprendre ce qui leur arrivait. Tanya s'arrêta de tourner en rond. Ezra se positionna devant moi, ce qui fit qu'un grognement m'échappa. Est-ce qu'il n'avait pas compris depuis le temps que j'étais capable de me défendre toute seule ? « Il voit mieux que toi », fit Serena en posant sa main sur mon bras pour m'apaiser. Je fis un effort pour ne pas repasser devant. Elle n'avait pas tort. Je ne comprenais rien à ce qu'il se passait. Je jetai un coup d'œil aux quelques blessés qui restaient encore dans le hall, aux infirmières qui s'occupaient d'eux. Les 2 novices du temple devaient être dans leur chambre, ce qui était une maigre consolation. Si nous étions en train d'être attaqués, nous avions trop de personnes à protéger pour nous en tirer correctement. C'était la plus grande difficulté d'un combat, se battre tout en protégeant les siens. Il était bien plus simple de s'occuper de son adversaire quand on n'avait à penser qu'à soi. Les portes qui donnaient sur les jardins s'ouvrirent brusquement. Je sentis comme un coup de vent entrer dans le hall. Samuel se mit devant Serena, ce qui ne manqua pas d'arracher un grognement à la changelin. Je mourais d'envie de lui dire « Ah, tu vois ?» Mais ce n'était pas vraiment le moment. 8 silhouettes apparurent tout à coup devant nous. 7 hommes et une femme. Leur peau pâle, leur vitesse de déplacement, le fait que la nuit était tombée, tout ça ne laissait aucun doute. Nous avions affaire à des vampires. Est-ce que Geraldo, le chef des vampires des États-Unis, avait finalement perdu le contrôle sur ses troupes ? L'un des nouveaux venus pencha la tête sur le côté, passa la langue sur ses dents et sur sa lèvre supérieure, comme s'il avait trouvé quelque chose qui avait l'air appétissant. Puis il disparut. Je tournai la tête et le trouvai collé à Tanya, qui était restée en arrière. Sa langue lécha le cou de la prêtresse, dont la respiration s'était arrêtée et qui paraissait paralysée. Les mains du vampire tenaient son visage. Les yeux de la prêtresse roulaient presque dans leurs orbites. Je me retournai vers Ezra, compris immédiatement qu'il ne bougerait pas, car il avait 7 vampires face à lui et qu'il ne comptait pas leur laisser une seule opportunité de s'en prendre à moi. Parfois, les changelins étaient vraiment fatigants avec leur instinct de protection surdéveloppé. Je bondis dans le dos du vampire, qui s'en prenait à Tanya, et lui balançai un coup de pied dans les vertèbres. Il tourna la tête sans sursauter, comme si je l'avais à peine effleuré. Je lui fauchai les jambes, et Serena se joignit à moi pour lui décocher un coup de poing dans la mâchoire qui le fit reculer. La changelin se mit en garde devant Tanya pour la protéger, et je fis de même, acculant la prêtresse contre le mur pour que personne vienne dans son dos. « Qu'est-ce que tu fais ici, Matthews ?» demanda Tanya en reprenant ses esprits. « Tu le connais ?» m'étonnai-je. « Vampire, » fit-elle remarquer. « Merci, j'avais compris, » grognai-je. « Européen, » ajouta-t-elle. « Oh !» fis-je. Tanya était une prêtresse de Londres qui avait fui l'Europe pour venir jusqu'aux États-Unis, où elle espérait être tranquille. Un vampire amoureux d'elle avait apparemment déployé d'énormes moyens pour la harceler et la poursuivre. Elle pensait qu'en traversant l'Atlantique, il l'oublierait. C'était sans compter sur la détermination des vampires. « C'est lui ?» demandai-je. « Non, c'est son bras droit », me répondit-elle. En allant voir Geraldo, Lorenzo, son potentiel successeur, nous avait prévenu que les vampires en Europe étaient devenus hors de contrôle. Tanya nous avait également expliqué qu'ils avaient pris le pouvoir sur tous les territoires ouest de l'Europe. Et voilà qu'ils venaient de débarquer à Washington. « Tu as vraiment tapé dans l'œil de ce vampire », ajoutai-je. « Crois bien que j'aurais aimé qu'il en soit autrement », ajouta Tanya en se recroquevillant un peu plus contre le mur. « De quoi est-ce qu'on parle ?» demanda Serena entre ses dents. « Tanya vient d'Europe, » expliquai-je. Un vampire apparemment fou amoureux d'elle vient d'envoyer tout un bataillon pour traverser l'Atlantique et la ramener. « Tu ne pensais quand même pas qu'un océan allait pouvoir t'effacer de ses pensées ?» fit la voix suave de Matthews. Le vampire était grand, peut-être 1,90 m. Il avait les cheveux blonds, les yeux bleus, le teint bien sûr blafard au possible. Il portait une veste rouge et un t-shirt noir, assorti d'un jean de la même couleur. Des baskets rouges terminaient son attirail. Je me demandais si c'était pour éviter d'avoir à nettoyer les taches de sang qui pouvaient goûter sur ses chaussures. « Et les 7 derrière, ils sont avec toi ?» demandai-je au vampire qui était placé entre moi et Ezra. Mon changelin préféré ne devait pas apprécier d'avoir un ennemi dans son dos.
Mais comme toujours, il ne bougeait pas d'un poil. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.